Salut tout le monde, c'est Ariastro. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 1142 de One Piece. Et en vrai, les gars, il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, je vous le dis directement, ça va être une vidéo très chill, quasiment aucun montage. On parle tranquillement. J'ai pris mes notes, voilà, j'ai mon petit cahier, j'ai écrit mes notes. Mais vous allez voir, on a énormément de choses à dire sur le dernier chapitre. Première des choses, déjà, on va faire un petit récap sur Loki. Et après, on va parler de lui et de cette scène absolument incroyable qu'on a eu par rapport à lui. Première des choses, le récap. Concrètement, ce qu'on sait de Loki, c'est que c'est le fils de Harald, donc le fils du roi des géants. Il a du sang de géant antique en lui, donc ça, c'est pas rien quand même. On sait surtout qu'il a tué son père. On sait qu'il a fait ça il y a 14 ans et qu'il est resté, j'ai envie de dire, tranquillement pour se balader, etc. pendant 8 ans. Qu'il a perdu contre Shanks et qu'il a été enfermé, j'ai envie de dire, contre l'arbre d'Adam et que pour lui, c'est Nika et que du coup, Loki a la volonté de détruire le monde. Et ça, c'est assez, quand même, j'ai envie de dire, important à souligner. Maintenant, on va parler de cette scène absolument incroyable où on a Loki qui va se déchaîner quand il va être libéré. Et les gars, cette scène est incroyable. Et pourquoi elle est incroyable? Déjà, elle est extrêmement badass, extrêmement bien dessinée, extrêmement bien rythmée. Il y a tout qui va, c'est juste fou. Mais par contre, dans cette scène-là, il y a énormément de détails et franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Première des choses, la différence de taille entre Loki et les autres géants. Quand vous regardez Ashrodin face à Loki, la différence est littéralement abyssale. Il y a beaucoup moins de différence entre un Luffy et un Ashrodin qu'un Ashrodin et un Loki, alors que les deux sont quand même des géants et sont quand même demi-frères. Pour ce que ça vaut, c'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Et en vrai de vrai, je trouve ça genre littéralement fou. Genre réellement, en fait, je sais pas si c'est juste Oda qui a voulu jouer avec la perspective pour nous dire, regardez, Loki il est tellement supérieur que en fait, vous voyez, genre quand par exemple, genre des fois on va voir un personnage qui va faire 1m80, l'autre va faire 1m90, mais comme c'est en contre-plongée, je crois que ça s'appelle comme ça, on a l'impression que celui qui fait 1m90, il fait genre littéralement 10 mètres. Est-ce que genre là c'est un petit peu pareil avec Loki, ou concrètement c'est plus, j'ai envie de dire, une perspective pour nous montrer la supériorité de Loki par rapport aux autres géants, où c'est vraiment la vraie différence de taille factuelle entre Loki et Ashrodin par exemple, et ça serait totalement fou. Mais en vrai, je trouve que déjà juste ce détail, il est incroyable. Deuxième détail très important, Loki dit littéralement, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec du granit marin, vous allez pouvoir me contenir? Et je sais qu'il y avait une traduction qui datait de, en fait, la sortie du chapitre, où ça parlait plus d'annulation de pouvoir de Loki, en mode, est-ce que ça pourrait suffire, j'ai envie de dire, à annuler mes pouvoirs, ce granit marin-là? Alors que non, en vérité, c'est plus dans le sens contenir. Donc là, on peut se poser une question. Est-ce que Loki dit, est-ce que vous pensez que ce granit marin-là, sur ma jambe, ça peut me contenir, genre dans le sens où ça va suffire à m'immobiliser, comme par exemple les prisonniers à l'ancienne, on leur mettait, vous savez, une chaîne, j'ai envie de dire, à la cheville, et comme ça, ils pouvaient plus bouger, et ils étaient un petit peu condamnés à rester là où ils étaient. Aussi forts qu'ils pouvaient être, en tous les cas, ils n'allaient pas briser la chaîne. Est-ce que là, du coup, c'est dans ce sens-là, ou concrètement, Loki, ce qui veut dire, c'est, même avec ce granit marin-là, mes pouvoirs de fruits du démon, vous n'allez pas pouvoir les annuler. Vous n'allez pas pouvoir me contenir grâce à ça. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que, concrètement, c'est soit Loki a le fruit du démon légendaire qu'il a volé sur Elbaf, et c'est lui qui l'a ingéré, soit c'est tout autre chose. Soit il y a un rapport avec Ragnir, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite on a bien évidemment Loki qui va taper dans le tas contre l'arbre d'Adam, qui va invoquer, j'ai envie de dire, de grands éclairs, et Loki va dire concrètement, soit vous me libérez, soit vous allez voir à quel point je vais me déchaîner et je vais forcément taper sur quelque chose. Et vous connaissez la faiblesse d'Elbaf par rapport aux éclairs. Et ce qui est très intéressant dans cette scène-là, c'est que Loki, il est en mode, attention, je tape au hasard, je vais peut-être taper quelqu'un, je vais peut-être taper un village, je vais peut-être anéantir telle ou telle chose, parce que je peux tous vous détruire. Mais moi, je vous le dis, je n'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas du tout. Pourquoi? Loki dit, je tape au hasard, mais il tape littéralement le truc le plus gigantesque de Elbaf. Le truc qui ne pourra jamais tomber. Le truc le plus, j'ai envie de dire, indestructible d'Elbaf, à savoir l'arbre d'Adam, qui est 1 milliard de fois plus grand que Loki, par exemple. Donc Loki, il sait qu'en un seul coup, jamais de sa vie, il va pouvoir faire autant de dégâts à l'arbre d'Adam. Et pourquoi je pense ça? Attendez juste 2 minutes, je vais vous expliquer. Imaginons, demain, je suis en bas de la tour Eiffel, d'accord? Je prends en otage les gens, etc. Je suis avec mon pistolet. Et je dis, attention, moi, je vais rafaler tout le monde si vous me laissez pas partir. Et je commence à viser la tour Eiffel, et je rafale la tour Eiffel, en disant, attention, ça peut faire des dégâts aux alentours. Sauf que si je tape la tour Eiffel, les gars, même si, admettons, la tour Eiffel, on va dire, elle est sensible aux balles, en vrai de vrai, est-ce que ça va faire tant de dégâts que ça? Et est-ce que surtout, c'est au hasard? Pour moi, je vous le dis, ça
le l'est pas. Pour moi, je vous le dis, ça ne l'est absolument pas. Donc déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point qui est aussi intéressant pour moi à souligner, c'est que Loki veut se battre pour sa liberté. Et je pense, comme vous le savez, pour moi, ma théorie concrètement, c'était que Loki s'est, j'ai envie de dire, rebellé contre Harald et a tué Harald, pas parce qu'il voulait le tuer, mais parce que Harald avait pactisé avec le gouvernement mondial, ce qui fait que du coup Shamrock, etc. parle, j'ai envie de dire, d'aller se recueillir sur sa tombe. Et du coup, lui, Loki ne voulait pas perdre sa liberté, ne voulait pas que les géants aussi perdent sa liberté. Et Loki, comme lui, il se pense être le Nika, il se dit, il y a aucune, enfin, comment dire, il y aura absolument aucun monde où au moins on va me priver de ma liberté. Et je pense que là, Loki, avoir été privé de sa liberté pendant littéralement 6 ans, bah en vrai, je pense que là, il est en mode, libérez-moi parce que je suis le Nika en fait. Parce que moi, je suis le Nika, etc. Et on sait que typiquement, là, avec Luffy, Nika symbolise la liberté. Pour Loki, Nika symbolise la destruction. Mais comme il agit, à chaque fois vouloir parler de liberté, etc. et être aussi lié à la liberté, pour moi, ça prouve qu'il a un lien avec le Nika, mais pas la version destructrice qu'il apprendra petit à petit grâce à Luffy notamment, mais plus avec la version libératrice. Et ça, je trouve que c'est assez cool à souligner. Vous me donnerez votre avis en commentaire, bien évidemment. Maintenant, on va parler de quelque chose aussi un petit peu concret. Est-ce que Luffy s'est trompé? Pourquoi je dis ça? Concrètement, vous le savez, j'ai été le premier à dire que, encore une fois, pour moi, Loki n'est pas l'antagoniste qu'il pense être. N'est pas l'antagoniste de Elbaf. Pourquoi? Loki et Luffy ont une relation spéciale depuis le début. Luffy est extrêmement à l'aise avec Loki depuis le début. Et on va se dire les choses. Si Luffy, avec toute son expérience, avec son acquis extrêmement développé, etc., n'a pas senti quelque chose de bizarre chez Loki, quelque chose de néfaste, bah en vrai, je sais pas ce qu'il lui faut. Parce qu'en plus, tout le monde a dit à Luffy, non mais lui, il a tué son père. Non mais lui, il a tué des gens. Non mais Loki, c'est un fou, faut pas le libérer. Et Luffy, non mais t'inquiète, fais-moi confiance. Et en vrai, les gars, moi, je suis désolé. Ça me rappelle encore une fois la relation de typiquement quand Luffy va faire, admettons, une alliance avec Claw. Il y avait tous les Mugi qui lui disaient, non, tu peux pas faire ça, il va te trahir. Au final, Law a été un des meilleurs partenaires que Luffy pouvait avoir. Est-ce que Loki, bon j'ai envie de dire ça sera la même chose. Même si pour l'instant j'ai envie de dire concrètement Loki ce qu'il fait c'est un peu bizarre. Mais moi je vous le dis j'en suis sûr à 200%. Après on verra c'est Oda qui choisit, hein, c'est son œuvre. Mais pour moi Loki ne va jamais trahir les gens. Et vous allez voir que Loki dans le fond c'est un bon de chez bon. Maintenant les gars on va parler concrètement des pouvoirs de Loki. Première des choses, déjà, on peut théoriser sur un acquis de l'observation avancée. Raison simple, il a les yeux bandés et il a vu clairement le visage de Shamrock quand il lui a dit que voilà, tu ressembles beaucoup à Shanks, etc. Donc ça, déjà, on peut théoriser sur ça. Et même là, dans les scènes où il parle aux autres... Excusez-moi. Et même là, dans les scènes où il parle aux autres géants, etc., il a toujours les yeux bandés. Et il leur parle comme si de rien n'était. Et pour les gens, c'est vraiment comme si de rien n'était. Donc pour moi, très clairement, Loki a le acquis de l'observation avancée par rapport à ça. Ensuite, on voit aussi que Loki, concrètement, a une sacrée force et surtout a une sacrée résistance. Après tous les coups qu'il a pris de Gunko et de Shamrock, il est là comme ça, il se pose, il rigole, il n'y a aucun souci pour lui alors qu'il est... Le gars, il est en sang, mais pour lui, c'est tranquille. Donc en vrai de vrai, les gars, pour moi, Loki a une grande résistance. Mais surtout, là, ce qui va être très intéressant, c'est par rapport à Ragnir et au fruit du démon de Loki. En effet, tout à l'heure, je vous avais dit, est-ce que quand Loki parle, j'ai envie de dire, de se faire contenir par du granit marin, etc., c'est par rapport à un fruit du démon en particulier, ou c'est dans le sens, bah, entre guillemets, même si je suis prisonnier, maintenant, je peux m'évader, et surtout, je peux agir, en fait. Donc là, pour moi, c'est assez spécial à dire. Pourquoi? Parce que, à la base, pour moi, Loki allait avoir le fruit du démon du Fenrir. Sauf que déjà, il y a Oda qui parle du Fenrir un petit peu plus loin, dans le chapitre, et c'est très dissocié de Loki. C'est la première des choses, alors que le marteau et Loki, les deux sont littéralement ensemble. Là, on voit qu'on parle encore de Loki et son marteau, et surtout, on voit que le marteau de Loki peut invoquer des gigantesques éclairs, donc qui fait penser directement au Mjolnir de Thor. Donc pour moi, en fait, il y a deux solutions. Soit Loki... avec ce marteau-là, il a quand même un fruit du démon, notamment par exemple le fruit du démon du Fenrir, ce qui explique entre guillemets le pourquoi il dit que bah même avec ça des granits marins, bah ça va pas m'en retenir parce qu'il est juste trop puissant par rapport à ça. Soit Loki dit que ça va pas le retenir parce que lui n'a pas de fruit du démon. C'est concrètement le Ragnir qui lui a un fruit du démon. Et ça, je trouverais ça assez incroyable. Bien évidemment, c'est pas Loki qui a fait bouffer au Ragnir le fruit du démon légendaire d'Elbaf, mais quand on nous parlait du fruit du démon légendaire d'Elbaf, pour moi, il y a de grandes possibilités maintenant que ce soit le Ragnir. Et le Ragnir qui potentiellement a le fruit du démon de l'humain modèle Thor. Ce qui fait que Loki pourrait invoquer de grands éclairs, etc. Et du coup, en vrai de vrai, on aurait un parallèle intéressant parce que du coup, on aurait un Loki
qui a, j'ai envie de dire, une vision exceptionnelle, qui rappelle les connaissances, la savoir par rapport à Odin. J'ai envie de dire, du coup, on a le lien direct avec Odin. On a Loki qui a des potes loups, etc. Donc là, il y a le côté un petit peu Fenrir. Pourquoi? Parce que de base, Fenrir, c'est le fils de Loki. Donc là, concrètement, si... Enfin, dans la mythologie, je parle. Donc concrètement, les gars, ça veut dire que quand on a Loki qui va défendre ses amis loups, etc., bah, il y a le côté peut-être un peu paternel par rapport à tout ça. Et enfin, le côté malicieux de Loki de base, bon, on l'a vu, parce qu'il manipule, entre guillemets, un petit peu Luffy, etc. Et surtout, pour moi, il va manipuler les gens, un petit peu comme le Loki du MCU, où il va manipuler les gens en se faisant passer pour quelqu'un de mauvais, alors que dans le fond, c'est un bon gars, mine de rien. Et je pense qu'il y a moyen que la manipulation de Loki ne soit pas mauvaise, mais justement, une bonne chose, justement, j'ai envie de dire, pour camoufler sa vraie nature, notamment par rapport à son ego, etc. Et du coup, pardon, dernière des choses, le Ragnir qui serait du coup directement un clin d'œil à Thor, parce que le Ragnir a littéralement le fruit du démon de Thor. Comment ça se fait, etc., etc. Bah en vrai les gars, il y a plusieurs possibilités. Soit on a un Vegapunk qui l'avait fait, mais il y a très très longtemps, mais ça me paraît peut-être un peu juste. Soit on a justement des gens qui datent par exemple du siècle oublié, qui ont pu permettre cette technologie-là, qui ont pu permettre cela. Et enfin, dernière théorie qui pour moi est la plus improbable de tous. On a vu que Ymue a pu, entre guillemets, maudire des gens parmi les chevaliers divins et les Gorosei pour leur donner un pouvoir. Il se peut que le marteau de Loki a été béni. Et que oui, c'est, j'ai envie de dire, l'arme classique d'Elbaf qui se fait passer de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne de la trempe d'Ymue qui a dû bénir potentiellement ce marteau en lui donnant des propriétés électriques. À voir, en vérité, à voir. Et du coup, ça pourrait expliquer, j'ai envie de dire, pourquoi peut-être cette arme est tabou. Et pourquoi cette arme, j'ai envie de dire, est considérée comme quelque chose de mauvais, etc. qu'il faut absolument pas prendre à la légère. Tout simplement parce que, j'ai envie de dire, c'est littéralement la faiblesse d'Elbaf. Mais pour moi, le plus probable, c'est vraiment que cette arme-là est un fruit du démon. Surtout pour une raison pour moi assez simple. Loki s'est fait battre et s'est fait, j'ai envie de dire, attacher à l'arbre d'Adam, concrètement, avec des chaînes en granit marin. Dites-moi, où est la logique d'attacher un mec avec son arme? Admettons, demain, il y a Zoro, et se fait emprisonner. Ça lui met des trucs de granit marin, etc. Est-ce que vous pensez sincèrement que Zoro, ça va l'enfermer avec ses 3 épées en bas de lui, là? Jamais de la vie. Du coup, concrètement, si ça enfermait Loki avec le Ragnir directement avec lui, et que justement Loki, il précise que là, maintenant, que c'est sa jambe qui a le granit marin, lui il est tranquille. Parce qu'en fait le fruit du démon était dans le Ragnir. Ce qui fait que le Ragnir était dans le dos de Loki. Parce qu'en fait avec, j'ai envie de dire, le granit marin qu'il y avait autour, bah en fait Loki ne pouvait pas utiliser les pouvoirs du Ragnir. Le Ragnir ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs non plus. Parce que bah il était bloqué par le granit marin. Mais en soi ce n'était pas les pouvoirs de Loki qui étaient bloqués par le granit marin. Ensuite, dernier petit détail qui a son importance je trouve. Quand on voit, j'ai envie de dire, la scène où il y a Ashrudin qui panique un petit peu devant Loki, on voit littéralement, et même on l'a vu déjà par rapport à avant, que là il y a le Monster Trio. Concrètement, là il y a le Yonko, son bras droit, son bras gauche devant Loki. Est-ce que ça signifie qu'il y aura quand même un petit affrontement, notamment entre, j'ai envie de dire, les 3 mecs les plus puissants de l'équipage des Mugiwara qui vont essayer de retenir Loki? En vrai, c'est largement une possibilité. En tout cas, la scène est juste folle. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, on va parler des géants et des chevaliers divins. C'est parti. Avant de commencer l'analyse, j'ai envie de dire, des chevaliers divins, on va faire un petit big up aux géants qu'on a eu. Donc déjà, le prof de PS qui s'appelle Wolf, le prof de maths qui s'appelle Blade, du coup, le prof de langue et la bibliothécaire, excusez-moi, qui s'appelle Ange, et Kiba, qui est le directeur du coup de l'école et surtout qui est un ancien membre de l'équipage des géants. On a aussi pu pouvoir voir, j'ai envie de dire, Saoro directement à l'œuvre. Largement, il maîtrise le haki, ce qui est assez logique, et surtout, il a quand même une certaine puissance. On le rappelle, il était vice-amiral de la marine avant, donc au cas où il est vice-amiraux, même si aujourd'hui ça les sous-estime énormément. Attention, c'est pas parce que là on regarde les Mugiwara et que là notre référence c'est Luffy, que tous ceux qui sont inférieurs à Luffy sont nuls. Les vice-amiraux sont très puissants par rapport au monde de One Piece, attention à ça. En plus, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit les séquelles, j'ai envie de dire, sur Saoro, de son combat par rapport à ce qui s'est passé à Ohara et j'ai envie de dire à la glace de Kuzan. Où bah on a littéralement, j'ai envie de dire, je rigole, mais le pauvre, hein, un Saoro qui a perdu sa jambe. Voilà, il a juste perdu sa jambe, un petit peu comme Kuzan aussi. Donc en vrai, j'ai envie de dire, il y a moyen que les deux, ils se rabibochent en tant que Unijourbis, j'ai envie de dire, on sait jamais les gars. On est à l'abri de rien, en vrai de vrai. Maintenant les gars, on va parler plus sérieusement, scène absolument folle, où on voit un serpent géant qui va attaquer, j'ai envie de dire, les enfants.
Et surtout, ce qu'on va apprendre, on va rentrer dans le plat directement, c'est qu'il y a énormément de monstres qui vont être juste gigantesques dans les forêts d'Elbaf. Et on va nous dire que ces monstres-là sont issus du monde cauchemardesque, du monde que les enfants craignent le plus. Du coup, concrètement, il y a plusieurs questions à se poser par rapport à ce pouvoir-là. Qui l'a fait, quelles sont ses limites, etc. On va tout dire, les gars. On va tout analyser, il n'y a aucun souci là-dessus. Première des choses, déjà, qui a utilisé ce pouvoir? Il y a tout qui porte à croire que c'est Killingham. Pourquoi? Parce que concrètement, on nous dit du coup que les enfants sont tombés, j'ai envie de dire, en sommeil et font, entre guillemets, une petite crise de somnambulisme et se dirigent vers les bateaux pour être capturés par les chevaliers divins. Et dans le même temps, ces enfants-là, en fait, ont, j'ai envie de dire, eu des cauchemars, ont des peurs qui se sont matérialisées, en fait, dans la forêt d'Elbaf. Donc, en vrai de vrai, comment marche ce pouvoir logiquement? Ça endort notamment les enfants, surtout je pense. Après, ça peut peut-être endormir plus que les enfants, mais ça on en parlera après. En tout cas, ça a endormi les enfants et leurs peurs ont surgi de leur sommeil. Ça, c'est assez cool à savoir. Pourquoi? Parce que une fois que Killingham a utilisé ce pouvoir-là, il commence à s'endormir, il se réveille, il est en mode « Ok, ça lui dit ouais, merci frérot, etc. » Il dit de rien. Là où c'est extrêmement intéressant déjà, première des choses, et pourquoi la scène est totalement folle, qui se doutait de ça? On va se dire les choses, il n'y a pas longtemps, on pensait vraiment que Imu maîtrisait le pouvoir des cauchemars, le monde des rêves, etc., ce qui pourrait expliquer les démons et tout. Eh ben non, c'est Killingham, un chevalier divin, qui n'est même pas le chef, le type, il maîtrise un pouvoir aussi puissant. Parce que moi, je vous le dis, pour moi, Killingham, parce qu'on va dire les choses, il ressemble à un Kirin. Donc pour moi, il avait les pouvoirs du Kirin. Et par exemple, j'avais fait des recherches sur le Kirin, et en fait, le Kirin est largement lié au feu et à l'électricité. Donc les deux faiblesses d'Elbaf. Donc pour moi, il allait juste taper un carnage sur Elbaf. Là, il va encore taper un carnage, mais pas comme je le pensais. Et concrètement, parmi les créatures, j'ai envie de dire, créer des cauchemars, créer des peurs des enfants, il y a énormément de choses à dire. Déjà, on a les choses basiques. Les fantômes, la daronne, j'ai envie de dire, c'est le classico del Madrido. Par contre, les gars, parmi les peurs, on a en tout, quand même, les fantômes, la daronne, les drogueurs, donc qui sont des zombies de feu, hein, c'est précisé, hein. Le Dragnormer, bon bref, le Nidog là, le dragon Nidog, le dragon du tonnerre Nidog, donc ça c'est assez fou. On a aussi le Jormungand, donc le serpent géant, les tempêtes, et on a Fenrir, Nika et Loki. On va en parler petit à petit, mais déjà extrêmement intéressant et extrêmement dangereux pour Elbaf. Pourquoi? Tempête, drogueur de feu, et le dragon du tonnerre Nidog. 3 personnes, 3 monstres gigantesques, qui font des tailles absolument aberrantes, qui sont les faiblesses d'Elbaf. Parce que je vous le rappelle, les gars, là on pourrait dire, ouais, ils sont pas si grands que ça, n'oubliez pas que c'est des arbres des géants. Que là, pour eux, les géants, ça c'est des arbres basiques. Donc concrètement, en fait, n'oubliez pas que là, la taille de ces monstres-là, c'est potentiellement la même taille que Loki, voire 10 fois plus grand. Le dragon, il fait 75 milliards de kilomètres. C'est des monstres absolument gigantesques. Donc quand on voit Killingham qui peut invoquer ça normalement, je trouve ça juste fou comme pouvoir, à quel point c'est cheaté et à quel point ça peut faire des dégâts de fou, j'ai envie de dire les gars, sur Elbaf. Et ça c'est quand même pas rien, j'ai envie de vous dire. Deuxième chose, on va dire, qui rend le pouvoir extrêmement cheaté, c'est qu'il y a aussi des peurs par rapport aux gens qui sont matérialisés. On a littéralement un Nika maléfique et un Loki qui sont présents, là du coup là j'ai la case devant moi, qui sont présents, j'ai envie de dire, sur la scène. Et ça, je trouve ça totalement fou. Pourquoi? Parce qu'il y a un détail qui peut-être certains n'ont pas souligné, mais c'est l'imaginaire des enfants. On va se dire les choses, les enfants, bon, les enfants, ils ont 20 piges, hein, ils ont mon âge. Hein. Donc on va se dire les choses, moi j'ai 25, les enfants là-bas, ils ont concrètement entre 20 et 25 ans. Donc bon, des enfants, on se comprend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous savez que les enfants, en termes d'imagination, ça va toujours trop loin. C'est des fous furieux. Sauf que, attention, ça reste des enfants. De ce qu'on a vu, ils ne maîtrisent absolument pas le haki. Pourquoi? Ce n'est pas des guerriers. Du coup, je vous le dis comme je le pense. Le fait que ce soit des enfants qui ont présenté un Nika et un Loki, c'est une très 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 bonne chose en termes de danger. Pourquoi? Parce que ça, en fait, diminue extrêmement le danger. Parce que pour eux, Nika peut détruire le monde. Ce qui fait que Nika peut être très fort, etc. Sauf que du coup, Nika ne pourra pas avoir les propriétés qu'un Luffy. Car par exemple Luffy qui va utiliser son haki, qui va pouvoir tout faire, etc., tout remodeler un petit peu comme lui il le pense, parce que pour eux Nika est un destructeur. Mais est-ce qu'ils savent comment même? Donc s'ils ne le savent pas, en vrai de vrai, c'est juste un géant qui a une épée géante
et qui va sourire et qui va faire une tête bizarre. Mais sinon, en vrai de vrai, les gars, est-ce que c'est vraiment une menace? Ça, déjà, c'est la première question. Deuxième question par rapport à Loki maintenant. Ils savent que Loki a un marteau et que Loki peut faire extrêmement mal. Bon là déjà on dirait un peu Loki version Tortue Ninja parce qu'il a un petit peu une arme de Tortue Ninja, même si on voit potentiellement un marteau derrière son dos. Mais en vrai c'est en dehors du marteau, est-ce qu'ils savent concrètement ce que fait le marteau? Est-ce qu'ils savent concrètement ce qu'est le haki, comment se matérialise le haki? Parce qu'en vrai ça se trouve que là la représentation de Loki n'a zéro haki, n'a rien du tout. Et qu'en vrai, bah juste si tu maîtrises le haki, bah tu peux quand même bien te taper et bien te défendre contre lui. Par contre, ce qui est dangereux, c'est pour le reste. Parce que la daronne, on va se dire les choses, là on dit ouais, on rigole, on rigole, on rigole. Mais la daronne, elle fait extrêmement penser à Big Mom quand même. Donc il y a moyen que en termes de dangerosité, ça veut pas rien dire. On a les drogueurs, les fantômes, etc. Par exemple, la tempête. On peut avoir, ça se trouve, un Zeus x 10 000. Parce que ça se trouve pour eux, une tempête, c'est boum, tu claques des doigts, il y a le feu partout. Donc ça, par contre, ça peut être extrêmement dangereux. Du coup, je récapitule. Du coup, je fais un petit récap. Nika et Loki, c'est extrêmement intéressant, mais attention, peut-être c'est pas aussi dangereux qu'on le pense. Pour une raison assez simple, c'est que ils ne connaissent pas potentiellement toutes les capacités de Loki ou de Nika. Pour eux, c'est juste destruction, mais destruction, c'est quand même assez large. Alors qu'une tempête, ça se trouve, ils en ont vécu plusieurs. Et avec le village, par exemple, qui a brûlé, le village de Hogen, ou Hogen, je crois. Donc concrètement, ça se trouve que les tempêtes, etc., c'est ça qu'on va vraiment devoir redouter par rapport à ces invocations-là. Après, en tout cas, c'est mon point de vue, on sait jamais, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, on se respecte. Maintenant, on va parler un petit peu des détails un petit peu aussi plus présents dans cette scène-là. Déjà, on a Loki qui va se tenir juste à côté de Fenrir. Je pense que c'est un petit clin d'œil par rapport à Loki et sa relation avec les loups, mais encore une fois, pour moi, ça vient plus infirmer la théorie comme quoi Loki a le fruit du Fenrir, malheureusement. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage malgré tout. On peut voir aussi typiquement... Bon, déjà, il y a un ours taupe, je sais pas qui a peur de ça. Le dragon. Le dragon, les gars, c'est extrêmement important. Vous allez me dire, non mais Ryan, ça c'est un dragon basique. Le dragon, il a exactement la même tête que le dragon qui a été découpé par Ryuma. Vous allez me dire, Ryan... c'est pas un détail si important que ça. Moi, je vous le dis que si. Pourquoi? Vu la taille de ces phénomènes-là, vu tout ce qui va se passer, etc., ne pensez pas une seule seconde que les Luffy, etc., ne vont pas être au courant de tout ça. Moi, je vous le dis, Luffy, Loki, etc., ils vont venir, ils vont débarquer, et là, on va avoir des combats extrêmement intéressants. Déjà, pour moi, on va avoir Zoro qui va pouvoir arriver et dire qu'il est aussi légendaire que Ryuma. Zoro a découpé un dragon, mais qui était un faux dragon sur Punk Hazard. Là, il a littéralement un dragon géant qui peut être comparable au dragon que Ryuma, j'ai envie de dire, a combattu sur Monster, même si là, bon, il est beaucoup plus grand. Ce qui fait que Zoro, en faisant ça, dans l'imaginaire collectif, ça va être lui le prochain Seigneur des Lames. Du coup, lui, concrètement, Zoro, il va dépasser Ryuma par rapport à ça. Et ça, je trouve ça incroyable parce que du coup, pour moi, le dragon, c'est typiquement le match-up parfait contre Zoro. Maintenant, on a Loki et le côté Fenrir. Pour moi, bien évidemment, Loki va se taper contre Loki. Et peut-être même Loki va se taper contre Fenrir. Pourquoi? Si Loki a le fruit du démon, j'ai envie de dire du Fenrir à lui aussi, bah en vrai, il peut se taper, j'ai envie de dire, contre les deux en même temps. Et en vrai, ça pourrait être une symbolique assez stylée de voir un faux Loki, un faux Fenrir contre le vrai Loki avec le vrai Fenrir. Mais s'il l'a pas, en vrai, ça pourrait juste, j'ai envie de dire, être un combat stylé entre mythologie, etc. Maintenant, après, on a les éclairs, tout ça. En vrai, je dirais que ça pourrait être cool par rapport à Nami, qu'elle puisse absorber un truc peut-être avec Zeus ou je sais pas. Mais c'est assez spécial. Les fantômes, on a potentiellement un Brook qui pourrait s'occuper de certaines choses. Le Nika, pour moi, bien évidemment, ça va être Luffy s'il y a un match-up à avoir qui va s'en occuper. Après, le reste, je veux pas vous le cacher, j'en sais strictement rien. Genre, littéralement, j'en sais rien, donc je vais pas commencer à vous dire je ne sais quoi. Le reste, honnêtement, je sais pas. Par contre, du coup, maintenant qu'on a à peu près commencé à parler un petit peu des match-up, etc., il y a aussi un autre personnage qui pourrait avoir une importance capitale dans cette scène-là, c'est Usopp. Pourquoi Usopp il pourrait avoir une importance capitale dans cette scène-là? En fait, c'est tout simple, Usopp a littéralement peur de tout. Du coup, je me dis qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on a Usopp qui va arriver et qui va tellement avoir peur de tout que ça va créer, en fait, peut-être une armée gigantesque. Ce qui fait que ça va peut-être épuiser Killingham. Killingham va tomber juste KO. Parce que là, on voit que déjà, il est pas bien.
Là déjà Killingham il commence à pas être bien, il commence à s'endormir, il commence vraiment à... Voilà, il commence là déjà à souffrir un petit peu. Donc en vrai c'est largement possible qu'admettons Usopp tombe, j'ai envie de dire, dans les pommes par rapport à ça. Et que sa plus grande peur, ce soit justement tellement de choses qu'en vrai ça va totalement, j'ai envie de dire, rendre Killingham limite inoffensif. Parce que Killingham va se dépenser beaucoup trop en fait. Deuxième possibilité, le pouvoir de Killingham ne marche que sur les enfants. Après, encore une fois, les enfants d'Elbaf ont 20 ans. Donc concrètement, l'âge des Mugiwara. Donc en vrai de vrai, est-ce que ça marche que sur les enfants ou ça marche sur tout le monde? Juste, bah, les enfants d'Elbaf sont vieux. Et là, ça concerne les enfants parce qu'ils voulaient capturer les enfants. Donc si concrètement, ça concerne que les enfants de base, peu importe le peuple, peu importe l'âge, etc., les Mugiwara sont pas inquiétés. Par contre, si ça touche tout le monde, là, ça peut être assez stylé, mine de rien, par rapport à Usopp. Ensuite, on pourrait aussi potentiellement avoir un Usopp qui se retrouve face à lui-même, peut-être même face à son père. Et ça, je trouverais ça assez cool parce que il se peut que Usopp ait peur de lui-même, ait peur même potentiellement de sa part, j'ai envie de dire, de guerrier, etc., a peur de ses responsabilités. Et là, on verrait un Usopp contre un Sogeking. Ou peut-être même qu'on verrait un Usopp contre un Yasop. Pourquoi? Parce qu'il se peut largement, en fait, que Usopp, sa plus grande peur, c'est de ne pas être au niveau de son père. C'est de trahir les idéaux de son père. C'est d'être vraiment nul, en fait, par rapport à son père. Donc en vrai, les gars, ça reste une possibilité. Je dis pas que c'est ça. On est là pour un petit peu tout explorer. Bon, la vidéo elle va être un peu longue, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire pour le coup. Ensuite, tic-tac, 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 touc. On a du coup aussi d'autres détails qui sont assez intéressants. On a Gunko qui va nous dire dans le plus gros des calmes que elle, sa plus grande peur, c'est Nika. Elle a peur de Nika. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Nika est sur Elbaf. Nika, c'est Luffy. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que les chevaliers divins sont au courant pour Nika. Moi, je suis désolé, mais moi, quand je pensais chevaliers divins, je pensais à les réservistes, on va dire, pour les membres du Gorosei. Et après, quand tu passes Gorosei, t'apprends la vérité sur Imu, etc. Là, en fait, les chevaliers divins, littéralement, ils savent tout. Ils savent tout, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression, vraiment, ils savent tout sur Nika, sur les chevaliers... Enfin, sur chevaliers divins, pardon. Sur Imu, sur le siècle oublié, etc. J'ai l'impression que vraiment, ils savent tout. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle a peur de Nika. Est-ce que elle aussi, de base, elle était, j'ai envie de dire, dans un peuple qui vouait peut-être un culte à Nika et qui s'est fait anéantir par rapport à tout ça? Est-ce que, en fait, tous ceux qui sont nés, j'ai envie de dire, pour devenir des chevaliers divins, ont été, en fait, instruits en disant que Nika allait détruire le monde, que Nika était le vrai risque, en fait, par rapport à tout ça? Parce qu'en libérant tout le monde, bah, en fait, ça va mettre un petit peu dans la galère Imu, etc. Et que eux, qui sont les dragons célestes, qui sont considérés comme des divinités par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont considérés comme des divinités. La peur que peut représenter Nika par rapport à eux, elle est très simple. C'est que en tuant Nika, en tuant Joy Boy, du coup le représentant de Nika, ils sont passés de homme à divinité. Mais si du coup, Nika revient et libère les gens et redevient, on va dire, la figure qu'il était, ils repasseront de divinité à homme simple, à mortel. Et avec tout ce qu'ils ont fait, l'esclavage, le totalitarisme, etc., vous pensez sincèrement que les gens ne vont pas se rebeller? Parce que là, les gens, ils osent pas trop se rebeller. Ils se rebellent un peu, mais ils ont quand même très peur. Mais là, tout le monde va se rebeller. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, j'ai envie de dire, les gars, des chevaliers divins, des dragons célestes, etc., si on les considère comme des mortels et comme des concitoyens? Les gens vont s'en foutre. Et ça, pour moi, c'est le plus gros danger de Nika sur les chevaliers divins, sur Imu et sur le gouvernement mondial. Il est pas... En fait, c'est pas un danger de puissance. C'est un danger idéologique. Et ça, je trouve que c'est assez aussi intéressant à souligner, bien évidemment. Maintenant, les gars, on va finir un petit peu aussi sur le pouvoir. Quelles sont les failles du pouvoir de Killingham? Parce que en vrai, si ça touche que les enfants, pourquoi pas? Si ça touche tout le monde, c'est vrai. En fait, pour moi, il faut vraiment que soit ça lui prenne énormément d'énergie à Killingham pour faire tout ça, soit faut vraiment que ce soit limité dans un certain spectre, etc. Et que bah, la puissance de ces créatures-là ne soit pas si folle que ça. Parce que juste, je vous le dis au cas où, si, admettons, ça marche sur tout le monde, Killingham, admettons, il le fait sur quelqu'un. Cette personne-là a peur de Barbe Blanche. Imaginez-vous un Barbe Blanche, là, de la taille du dragon ou de Loki, avec ses pouvoirs, avec le Gura Gura no Mi. Une attaque, littéralement, il détruit Elbaf, et je pense que s'il fait l'attaque qu'il a fait sur Marineford, le monde explose. La Terre explose. Donc, en vrai, le truc, c'est à quel point
ce pouvoir est extrêmement puissant et surtout à quel point ce pouvoir est-il sans faille. Parce que, encore une fois, là on voit par rapport à tout ce qu'il a, etc., que c'est un lien avec le Kirin, mais j'ai pas en fait de trucs qui me disent que le Kirin est lié au rêve. Et ça, je trouve ça assez bizarre. Autre chose que je trouve bizarre, c'est qui aura peur d'un ours un peu avec un casque comme ça qui fait taupe, etc. Ça fait un peu bizarre, mais en même temps, cet ours-là, il me dit un truc. Quoi, je sais pas. Mais honnêtement, il me dit un truc, je sais pas d'où. Du coup, les gars, n'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose. Et surtout, les gars, il y a au bout d'un moment quelque chose. Je voudrais en parler juste à la fin, en dernière vidéo, en dernier moment, on va dire pour la vidéo. C'est Akira Toriyama. Il est décédé le 1er mars 2024. Le chapitre est sorti en mars 2025, donc quasiment un an, un peu plus d'un an après la mort de Toriyama. Le personnage qu'on voit derrière, je suis désolé, mais on dirait Akira Toriyama. Et je me dis que c'est possible que concrètement, Oda s'est représenté lui en tant qu'enfant et s'est dit quel était son cauchemar en tant qu'enfant. C'était que son idole, que son inspiration, Akira Toriyama, décède. Et typiquement, c'est peut-être pour ça qu'il a montré son avatar là, pour dire que, pour lui faire un hommage en lui disant que lui, son plus gros cauchemar, sa plus grande peur, c'était qu'il décède et malheureusement, c'est arrivé. Et que ça fait déjà un an qu'il est parti. Je vois ça comme ça. Après, je me dis que ça serait un beau message à voir. En tout cas, les gars, je pense avoir tout dit sur ce qui se passe. Peut-être un petit point vite fait sur Summers, sur Chômeurs, même j'ai envie de dire. Show must go on. C'était pas drôle. Mais du coup, Chômeurs, en gros de gros, le truc c'est, il dit, l'amour sait se faire du mal les uns les autres. Donc, les gars, je suis désolé, mais pour moi, je suis toujours dans ma théorie de lui, il a un lien avec les roses, et peut-être c'est un sadomasochiste. Par contre, le seul truc, c'est que, littéralement, on a Gunko qui maîtrise les flèches, le haki, tout ce que vous voulez, ok. Kielingam, son pouvoir est monumental. Donc j'espère qu'il a des gros points faibles pour contrebalancer tout ça. Maintenant, on a Sommer. Et le truc, c'est que le gap entre le pouvoir de Gunko qui est simple, c'est des flèches, et le Kielingam qui est quand même assez complexe, entre guillemets, où va se situer Sommers? Pour moi, Sommers, je le vois pas en tant que personne qui va faire ci, qui va faire ça. Moi, vraiment, les gars, je pense vraiment que Sommers, ça va être le mec qui va être plus par rapport à l'amour, par rapport aux roses, etc. Et c'est pour ça qu'il parle de l'amour, c'est se faire du mal les uns les autres. Déjà, quand il était arrivé, il a un petit peu charmé Gunko, etc. Un petit peu en mode avec son petit calbar. Donc en vrai, les gars, je me dis qu'il y a possibilité que ce soit par rapport à tout ça, qu'il y ait un lien direct avec Aphrodite de Saint Seiya. Donnez-moi votre avis en commentaire. La review, elle est assez grande. Voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent les reviews du Mont Corvo de Goji dans le style un peu monté, etc. Moi, je vous le dis, le montage pour des petites vidéos, pourquoi pas. Pour des longues vidéos, ça m'intéresse pas, très honnêtement. Donc voilà, moi je voulais vous faire cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine, et n'hésitez pas surtout à écouter ça, par exemple en faisant quelque chose d'autre, du sport ou quoi que ce soit. Vous me direz, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi je vous dis à une prochaine, salut tout le monde.